On revient dans quelques minutes, ça vous convient? Ok, pas de souci. Merci. À tout de suite. À tout à l'heure. Vous êtes encore en son, Sandrine? Oui, attendez, je vais me le mettre en muet. Pardon, Inès. Non, non, c'est plus pour vous, j'ai pas envie d'envahir votre vie privée. Voilà. Ce serait cocasse pour une experte RGPD. Je passe en muet, je reviens dans 5 minutes. Impeccable. Bonjour Ludovic, bienvenue. Ça me fait plaisir de vous voir. Boum. Vous avez commencé à arriver petit à petit, je suis très contente. Hop. Bonjour Pauline, bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir. On est un peu en avance. Coucou. Coucou Erika. Est-ce que j'ai réussi? Yes. Coucou Erika. Coucou Fak, le fantastique métier. Ah, est-ce que j'espère que vous m'entendez bien? Alors, si le cœur vous en dit, je vous serais infiniment reconnaissante de mettre vos visages, que je puisse voir des humains, sachant qu'on va être enregistré. Donc, effectivement, si ça vous pose problème, évidemment, ne mettez pas vos visages, je comprendrai tout à fait. Et que le replay, bon, on en reparlera quand il y aura plus de monde. Alors, ce que je fais, c'est que je vous mets dans le chat le lien des slides pour pouvoir suivre soit en parallèle, soit pour après. Aussi longtemps que vous aurez le lien, vous saurez. Coucou Christophe, bienvenue. Coucou à eux. Bonjour à tous. Oh, je suis contente de voir des humains venir.
Coucou Emma, bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. Voilà, je suis contente. Dans quelques minutes, je vous ai raconté un petit secret, vous allez voir, ça va être cool. Coucou Sandra, coucou Marion. Oh là là, ça me fait plaisir de vous voir. Contente de voir que vous êtes aussi nombreux. Pour du RGPD, j'ai le sentiment d'être une rockstar, sans vous le dire. J'espère que mon logiciel va tenir le coup. Coucou, bonjour à tous. Coucou JR, coucou Erika. Alors, Erika n'arrive pas à la parole. Ah, j'espère que j'ai pas atteint le maximum de personnes. Si. Erika, est-ce que je t'ai vu? Erika, ouais, je crois que t'es rentrée. Super. Est-ce que vous allez bien? Vous avez passé une bonne matinée pour l'instant? Bah, écoute, quoi. Euh, bon. Ah, Dario, tu n'es pas en mute, du coup, je vais te mettre en mute. Invité. Boum. Coucou. Regarde. On refait le point à te dire comme il faut, comme ça.
Oui, tu as raison. Tu as raison خاطر شلحتهم في Ah mince. Alors, j'ai l'immense plaisir de vous dire que je me suis mis en mute sans faire exprès et que depuis tout à l'heure, je parle dans l'espoir que vous m'entendiez. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Yes. Ça fait depuis longtemps que je suis en mute ou pas? Ouais, ça fait longtemps. Mhm. Depuis le début. C'est vrai? Ah, d'accord. Alors, ok, super. Merci de m'avoir répondu. Bah, j'ai l'immense plaisir de vous partager du coup, de répéter mon raté. Le replay va être magique, hein, autant vous le dire tout de suite. Le replay va être super drôle. Alors du coup, je vais répéter depuis le début. Je voulais vous partager mon premier raté. J'ai fait une masterclass LinkedIn. J'ai proposé une masterclass LinkedIn le mois dernier et au mois de mai et absolument personne n'est venu, mais vraiment personne. Et du coup, ça m'a appris évidemment des leçons, hein. C'est en se prenant des bûches, comme on dit dans le milieu, qu'on apprend et qu'on sait qu'il n'en sera plus une seconde fois. Et donc en fait, personne n'est venu tout simplement parce que je pense que je n'avais pas suffisamment teasé, pas suffisamment mis de liens de rappel et de messages de rappel comme vous avez eu aujourd'hui pour pouvoir vous connecter. Et donc du coup, je vais, en plus de cette histoire de masterclass où absolument personne n'est venu, je vais me souvenir de cette masterclass où j'ai passé mes 10 premières minutes en mute, décidément. J'espère que vous aussi, vous avez deux, trois petites histoires rigolotes qui vous font écho quand je vous raconte ça, parce que c'est vrai que ça, c'est le genre de choses qu'on ne dit pas. Je vais vous parler très rapidement du coup du programme de aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va faire dans un premier temps une petite présentation en 1 minute 50 de qui je suis. Ensuite, on va faire une présentation des valeurs du RGPD, ce à quoi on contribue et oui, ce à quoi on contribue et qu'est-ce que c'est concrètement, histoire de comprendre un petit peu pourquoi on est réunis aujourd'hui. Et on va faire aussi après une présentation en une slide de la méthodologie de la mise en conformité RGPD. Après, on va répondre aux questions de la FAQ que vous m'avez posées. Et après, si ça vous va, on va finir avec une petite, trois petits conseils pour votre mise en conformité RGPD pour vous aider dans vos activités au sens large. Je vais essayer de me mettre en grand parce que je vois que je suis la seule avec ma caméra et pour le replay, ça sera peut-être plus agréable. Vous avez vu dans le lien, dans le chat, vous avez le lien pour accéder aux slides. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous avez bien réussi à l'ouvrir, si vous voyez bien le contenu? Élodie, tu me vois pas? Est-ce qu'il y a que Élodie qui ne voit pas? Merci Sandrine, ça me touche. Ouais, j'essaye de faire simple et efficace. On voit les slides, magnifique. Est-ce que vous voyez ma bouille? Sandrine, tu me vois pas? Tu me voyais avant peut-être? Vous ne me voyez pas?
On voit pas la trombine, en fait. Ah, franchement, je suis désolée, mais si vous ne voyez pas. Ah, attendez, je tente un truc. Oula. Non, ça, c'est clairement pas ce qu'il fallait faire. Désactiver. Activer. Là, vous ne voyez pas. Non, toujours pas plus. Bon, alors écoutez, j'ai l'immense plaisir de vous dire que plus tard, quand j'aurai un staff technique, je serai, je serai plus en mesure de gérer cet imprévu. Écoutez, je suis vraiment désolée, je sais pas pourquoi vous me voyez pas. Bon, écoutez, ça vous va si on part comme ça? C'est pas grave, on se concentre sur les slides et puis on fera que de m'entendre. J'espère que ceux du replay me verront. As-tu ouvert les droits sur ton micro? Yes, absolument. Peut-être mettre l'icône de la caméra. Alors, je sais que j'ai ma caméra activée. Et alors, attendez. Participant, ajuster la qualité de la vidéo. Je me lance sur ça. Coucou Emma. Yes. Le mien est en bas. Ah, je te vois, Sandrine. Et t'es en mute. Tu peux te démuter, s'il te plaît, pour te partager. Tu me partages quelque chose. Hop. Oh. Ok. Bonjour. Bonjour David, merci d'être là. Ça me touche énormément de voir ta présence. Alors qu'on soit bien d'accord, apparemment, il y a des soucis techniques, mais c'est pas grave. On a les chakras ouverts en ce mardi matin, et je vous avoue que sincèrement, je m'attendais pas à avoir autant de monde. Donc, je compte sur le replay, que ça soit cool pour le replay. Vous me voyez toujours pas? Non, vraiment. Donc, vous m'entendez, j'ai envie de vous dire, c'est quand même dommage parce que j'avais mis mon beau t-shirt. Combien nous sommes, Tom? J'en ai pas la moindre idée. Techniquement, en termes d'inscrits, on devait être une vingtaine. Je pense que... Ah, on est 25. On est 25, j'ai mon logiciel qui me donne l'information. Bon, écoutez, on va partir comme ça en bloquer les réactions sonores. Ah, c'est cool. Si tu vas sur Alors, réglage mosaïque. Oui, alors je te remercie, Sandrine. Ça me touche d'avoir ton aide. Oh, je connais ce logiciel, hein. Alors, les slides, Emma, tu vois dans le chat, en tout début de conversation de chat, non, David, Dario, j'ai pas de cache vidéo. Et alors, effectivement, Emma, dans le chat, en tout début de conversation, tu as le lien pour pouvoir cliquer dessus et te connecter sur l'outil. Exactement, je te remercie, Sandra. Oh, Sandra, merci du fond du cœur. Ça me touche énormément. Bon, allez, on va pas passer non plus la matinée à me regarder galérer avec ma visio. Je suis désolée, on va faire sans. Et voilà, merci Luc, ça me touche. Merci à vous tous. Du coup, je vous propose de démarrer. Première slide, c'était du coup qui je suis. Je m'appelle Inès. J'ai fêté mes 30 ans récemment. Vous avez encore la banderole de mon anniversaire que vous ne voyez pas parce qu'on est en visio, c'est dommage. On n'est pas en visio, c'est dommage. Mais donc, voilà, je m'appelle Inès, j'ai 30 ans. Je suis une ancienne juriste en droit des affaires dans l'industrie. Et je me suis lancée à mon compte parce que je suis arrivée à une fin de contrat pendant le confinement. Et je me suis dit, flexibilité pour les entreprises, on tente l'indépendance parce que c'est plus facile en tant qu'indépendant voilà, fait pour aider son entreprise. Et je me suis rendu compte que j'étais bien en tant qu'indépendante et qu'en fait, j'aidais tout aussi bien, voire mieux, mes clients en tant qu'indépendante parce que c'est très bête, mais c'est vrai, quand on est indépendant, on a un investissement, on ne devient plus une ressource. Et donc, pour un sujet qui est aussi peu sexy que le RGPD, le mindset est tout à fait différent et l'approche est différente. Arrivant en tant que consultant qui facture à l'heure, c'est différent que d'être une ressource au sein des équipes quotidiennement.
Je l'ai vraiment vu en termes d'avancement des projets, la différence est folle. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous aussi vous avez remarqué ça, que des fois il y avait des sujets sur des projets qui étaient un peu considérés comme support, qui étaient plus, qui avançaient plus vite avec un prestataire externe qu'avec des équipes en interne. Je ne fais pas du tout de clash externe-interne. J'aime absolument tout le monde. Ah, super, Elodie, je te remercie pour ton retour. Exact, sur plein de projets, mais c'est bête, hein, c'est vraiment un mindset de investissement et pas ressources. C'est très simple, mais c'est très, très, très vrai, donc c'est vrai que ça fait pas mal de différence et du coup, c'est plus facile pour donner de la dynamique sur les projets. Yes, merci Alexandre, effectivement. Il a déjà eu le cas en interne versus externe, c'est plus facile pour donner une dynamique sur les projets et effectivement, bon, bah, nous, on engage notre réputation, notre c'est l'effet magique de l'œil extérieur, absolument Alexandre, j'adore ça. Et donc voilà, voilà pourquoi je me suis lancée en tant qu'indépendante, parce que ça me permet de répondre à mon besoin, mon syndrome du sauveur, où j'adore ce que je fais et j'ai envie d'aider et je suis très dynamique dans ma vie et donc j'avais très envie de faire avancer les choses le plus vite possible. C'est pour cela que les banques prennent les cabinets de conseil notamment, absolument, effectivement, ça doit pas mal aider, mais c'est un peu dommage, enfin, ça a des avantages chez certains, mais c'est aussi l'inconvénient qu'on ait l'historique, on ait la traçabilité. Si on documente bien, c'est cool, on permet de garder à l'entreprise le savoir et les informations qu'on a. Par contre, pour certains, et je sais que ça existe, j'en ai déjà vu, ceux qui partent avec tout le savoir et tout l'historique, bah voilà, c'est délicat après pour l'entreprise. Mmh. C'est un autre sujet, je vais du coup, RGPD. J'aimerais bien, vous parler un peu de RGPD. Pourquoi le RGPD pour moi et pour tout le monde? C'est juste que je vais vous exposer ma vision, je du RGPD. Le RGPD, c'est ni plus ni moins. Donc, c'est le Règlement général sur la protection des données. Et ce règlement général, en fait, c'est ni plus ni moins, à mes yeux, qu'un outil qui permet de créer des relations de confiance entre humains, entre une société et l'humain en face. Et en fait, il faut savoir que le RGPD, pour moi, c'est comme le droit des affaires. Le droit des affaires, c'est un outil qui permet de mettre deux humains autour d'une table, qui peut leur permettre d'échanger, se dire qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on est là aujourd'hui, quelle est notre vision à long terme, qu'est-ce qu'on essaye, quelles sont nos ambitions communes, qu'est-ce qu'on essaye de créer ensemble. Une fois qu'on a cadré ça, en fait, on permet simplement d'échanger et de discuter et de se dire, OK, là, en se parlant sincèrement, de manière transparente et confiante sur ce qu'on veut faire, ça nous permet de créer une relation de confiance entre humains. C'est bête, mais c'est vrai. Et donc, du coup, se dire les choses simplement et de manière transparente, ça nous permet de se dire, OK, on a cet objectif commun, on tend vers cette ambition professionnelle, enfin commerciale ensemble. On n'est pas devin, et moi non plus en tant que juriste en droit des affaires, je ne suis pas devin, en tant que je ne suis pas juste du tout court d'ailleurs, mais en tant que juriste, on n'est pas devin. Par contre, on se sert du droit des affaires comme outil pour créer des relations de confiance avec la personne en face de nous. On sait que vu qu'on s'est dit les choses clairement, qu'on a accédé au mieux possible au cerveau de la personne en face, on sait qu'on peut faire confiance pour, quand il se passera une situation imprévue, pouvoir le gérer au mieux, le plus intelligemment possible. Est-ce que vous pouvez me mettre dans les commentaires des petits pouces, des petites réactions pour me dire si ça vous parle ce que je vous échange et si vous êtes d'accord avec, si vous êtes en connexion avec cette vision-là? Le droit des affaires, un outil finalement simplement pour communiquer, pour échanger, pour se dire les choses simplement et créer des relations de confiance. Merci Elodie, merci Marion, ça me touche de voir ça. Je sais qu'Alexandre, tu vibes avec moi. Merci Pierre, c'est très gentil pour ça. Du coup, voilà. Et donc en fait, le RGPD, le droit des affaires, c'est cet outil de confiance, c'est une base de règles juridiques. Une fois qu'on a fait notre conversation avec l'humain en face de nous et qu'on s'est bien accordé philosophiquement sur ce qu'on voulait faire, quelles sont nos ambitions et nos valeurs communes, on le rédige simplement dans un document. Et ce document, vous l'avez compris, teasing absolu, ça s'appelle un contrat. Et donc en fait, c'est ça le droit des affaires, c'est se servir des bases de règles juridiques pour pouvoir faire un contrat qui reflète la réalité de la situation, la réalité de l'ambition commune qu'on a et qui nous permet de nous donner l'occasion de créer une relation de confiance. Le RGPD, c'est pareil. Le RGPD, c'est pareil parce que c'est un mélange pour moi en tant que praticienne entre le droit des affaires et la cybersécurité. Et c'est là que du coup, voilà, absolument Dario. Dans la sécurité, la confiance est la première étape, évidemment, bien sûr. Et donc en fait, le RGPD, c'est un mix. Ce qui m'a passionnée, moi, dans le RGPD et ce qui a fait que je me suis spécialisée et je me suis même rendue indépendante en créant ma société, c'est qu'en fait, le RGPD, c'est ni plus ni moins qu'un mélange entre le droit des affaires et la cybersécurité pour, encore une fois, créer une relation de confiance entre un humain
et l'entreprise ou la collectivité territoriale ou l'association. Bon, vous avez compris l'ambiance. Aujourd'hui, on est resté sur la thématique entreprise, parce que public LinkedIn, public entreprise, de ce que j'ai pu voir dans les participants. Et donc, en fait, se dire que le RGPD, c'est ni plus ni moins qu'un petit mix entre le droit des affaires et la cyber, ça explique aussi énormément le profil des DPO en ce moment, qui sont soit des juristes qui se sont formés à la cyber, soit des cyber qui se sont formés au juridique, ou sinon, effectivement, Alexandre, Chandler dans Friends, le mec qui dort en réunion et qui s'est récupéré le bébé volant. Voilà, qui s'est récupéré le sujet parce qu'il dormait, il s'est réveillé, il a fait: «Ah mince! OK, c'est moi qui gère» et on se retrouve, comme dans Friends, Chandler qui va à Tulsa. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire si vous avez la ref de Chandler qui va à Tulsa dans Friends? Ou pas du tout? Ça me fera plaisir de voir, le genre de le public que j'ai en face de moi. Et donc du coup, voilà. Ah merci Emma, ça me touche. Du coup, voilà, le RGPD, c'est ça. Il faut regarder Friends, c'est trop bien. Ou alors, effectivement, Sandrine, tu es absolument en reconversion parce que, évidemment, quand on se raccroche à ces valeurs-là du RGPD comme un outil pour créer des relations de confiance sincères et transparentes entre une structure et un humain, bah forcément, ça donne envie de s'y mettre. Hein. Qui n'a pas envie de relations de confiance dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle? Il y en a peut-être des humains comme ça, mais moi, je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne les connais pas et ce sont clairement pas mes clients. Donc, voilà pourquoi on est là aujourd'hui. RGPD, en 2-3 mots, RGPD, c'est protéger une donnée. Protéger une donnée, merci, c'est mignon, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Protéger une donnée, ça veut dire rendre accessible la donnée uniquement à la personne qui a besoin d'y accéder et rendre exploitable la donnée uniquement à la personne qui a besoin de l'exploiter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous comprenez bien la distinction? Faire en sorte que la donnée ne soit consultable que par la personne qui a besoin de la consulter et exploitable et utilisable que par la personne qui a besoin de l'utiliser. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si ça vous parle, si c'est clair pour vous ce que je vous dis? Top, merci Marianne. Yes, merci Dario, c'est top. Julien, c'est clair, fabuleux. Pierre, hop, magnifique. Ah, vous êtes fantastique. Je vous remercie du fond du cœur, ça me touche de voir que c'est clair pour vous. OK. Et donc du coup, c'est ça. Une fois qu'on a compris ça, on comprend mieux qu'en fait, du coup, le RGPD, c'est ni plus ni moins qu'une méthode qui permet de faire en sorte que on utilise les outils de la cybersécurité pour la partie technique. Et là, je parle sous le contrôle de Alexandre, qui est mon partenaire commercial sur la cybersécurité au sens large, et, et le droit des affaires, donc je suis formée en droit des affaires, pour pouvoir en fait soit paramétrer des outils, hey, hey, soit penser à la technicité des outils avec la cybersécurité pour paramétrer de manière à ce que ça soit accessible uniquement aux personnes qui puissent y accéder et exploitable uniquement aux personnes qui ont besoin d'exploiter. Et le côté juridique au niveau de tout ce qui est encadrement avec des relations avec les fournisseurs, les prestataires, et etc., etc. Le juridique, j'ai envie de vous dire, ce serait très grossièrement tout ce qui est documentation, encadrement des responsabilités avec les partenaires avec lesquels on travaille pour faire notre service ou vendre notre produit. Et la cybersécurité, ce serait vraiment tout ce qui est, à mon sens, en interne, paramétrer, bien expliquer comment ça fonctionne et bien faire en sorte que les outils soient bien connectés les uns avec les autres. Alexandre, je pense que tu vas globalement confirmer ce que j'ai proposé comme présentation en termes de cybersécurité et je pense que ça j'espère que est-ce que ça vous paraît clair? Voilà, je vais arrêter de ramer. Je vais vous poser la question, est-ce que ce que je viens de vous dire est clair? Dites-moi dans les commentaires une petite, un petit quelque chose pour que je vois si c'est clair pour vous et si j'ajuste mon discours. Hop, clair, super. Je vous remercie beaucoup. Christophe, c'est pour ça qu'il y a des VPO. Voilà. Et donc du coup, merci Luc pour ça. Nous sommes désormais donc l'incarnation de, en toute modestie évidemment, ça s'est senti, du juridique et de la cybersécurité. Le but, c'est en fait pour nous, c'est d'être des bons communicants pour comprendre comment fonctionnent les différents secteurs, les différents métiers et comment on peut vous transmettre nos meilleurs conseils. Et nos meilleurs conseils, du coup, viennent de la partie cyber et RGPD. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Je voudrais vous présenter du coup en une slide la méthode de la mise en conformité RGPD pour que vous puissiez
franchement, j'ai tout donné en termes de créativité. Faut savoir, comme vous l'avez compris, que je suis juriste de formation. Je suis pas tout à fait encore au top de mes capacités de créativité, mais ça va s'améliorer au fur et à mesure. Et donc, du coup, vous allez pouvoir voir du coup dans cette slide une espèce de timeline des différentes étapes de la mise en conformité RGPD. Je vous les présente très, très, très rapidement. La mise en conformité RGPD, avant, je disais que c'était du bon sens, mais avec mon échange avec Alexandre Vidal de Tilco, je me suis rendu compte que c'était, et en fait, il a raison, c'est juste qu'on utilisait des mots différents. Lui, il utilise le terme pragmatisme. Moi, j'utilisais le mot bon sens. Et c'est vrai que pragmatisme, c'est un peu plus cohérent. Donc, du coup, désormais, j'utilise le mot Canva Forever. C'est pratique quand on n'est pas tech ultra précis sur la créativité. Je vais bientôt investir dans la suite Creative Cloud d'Adobe. Je sais que ça vous intéresse et donc du coup, on verra les créations que je vais pouvoir faire désormais par rapport au RGPD. Donc effectivement, le RGPD, c'est ni plus ni moins que du pragmatisme, que du bon sens. C'est vraiment une méthode que je n'invente pas, qui est une méthode classique qui existe pour tout, parce que c'est la méthode qui va bien, donc autant s'en servir. Et donc en fait, cette méthode permet simplement de prendre conscience comment on fonctionne. L'étape numéro 1, l'étape essentielle de la mise en conformité RGPD, et celle-là, par contre, elle n'est pas inscrite dans la petite présentation, c'est prendre conscience de la responsabilité qu'on a lorsqu'un humain nous confie une donnée. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas expliqué ce que c'était une donnée personnelle. Pardon. Une donnée personnelle, c'est une donnée qui identifie un humain. Un nom, un prénom, une date de naissance, un numéro de sécurité sociale, une adresse IP, on n'y pense pas, mais c'est vrai, le numéro d'identifiant aux impôts, et pour nous, le numéro d'identifiant de TVA intracommunautaire, etc. Tout ça, c'est pour les entreprises, mais numéro d'identifiant aux impôts, etc., c'est des données qui identifient un humain. Et en fait, le focus du RGPD, c'est sur l'humain qui est présent sur le territoire de l'Union européenne. Et donc, en fait, une donnée personnelle, pour la protéger, enfin, pour la méthodologie de la protection de la donnée personnelle, c'est dans un premier temps prendre conscience et honorer la confiance que la personne nous porte lorsqu'elle nous confie sa donnée qu'il identifie comme humain. Est-ce que ma dernière punchline est claire pour vous? Vous pouvez mettre en commentaire si ce que je viens de vous dire est clair. Parce qu'en fait, on a tous, je sais qu'on a vu dans les années 2000 les émissions de Julien Courbet. Vous savez, les émissions où il y avait des pères qui créaient des faux comptes bancaires pour leurs enfants et qui après les enfants se trouvaient endettés de je ne sais pas combien de milliers de francs. Ouais, je sais, je donne tout là. Je donne tout sur les punchlines aujourd'hui. Et donc en fait, bon, ça se fait moins aujourd'hui, mais avec l'identité d'une personne, on peut. Le risque principal, évidemment, c'est l'usurpation. C'est recréer tout un monde avec ma propre identité. Et en fait, quand un humain donne les éléments qui l'identifient à une structure, à une entreprise, c'est hyper important que la personne en face ait conscience de la responsabilité qu'elle a d'en prendre soin. Ma mère, elle m'a avec un principe qui est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et bien pour moi, le RGPD, c'est pareil. J'utilise le droit des affaires et la cybersécurité pour protéger l'accès à la donnée personnelle qu'on nous confie, pour honorer la confiance qu'on me porte. J'adore. Bonjour retardateur, magnifique. J'adore. J'aime beaucoup voir ça. Et donc du coup, en fait, le RGPD, c'est ni plus ni moins que l'incarnation de ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, via une méthode toute simple, pragmatique, pleine de bon sens. Cette méthode, elle démarre par le premier livrable. Juridiquement, ça s'appelle une cartographie de traitement. C'est un nom juridique un peu barbare qui est ni plus ni moins qu'un audit de là où sont stockées les données personnelles. Ce que je dis en général quand j'accompagne des entrepreneurs en ce moment, entrepreneurs eux, c'est que pour faire une bonne cartographie de traitement, l'idée c'est de comprendre où sont toutes les données personnelles dans notre activité. Ça veut dire quelles sont les données personnelles qu'on utilise. En général, c'est à peu près les mêmes, hein, nom, prénom, date de naissance. Ensuite, on a les adresses, on a peut-être les. En fait, voilà, c'est globalement les mêmes, et c'est quelles sont les données personnelles qu'on utilise dans un premier temps. Ensuite, quelles sont les données personnelles qu'on utilise aux différentes étapes de notre activité, donc prospection, avant-vente, vente et suivi client et fin d'accompagnement client. Et après, les différents logiciels dans lesquels on utilise ces données. Où est-ce qu'on utilise, on range, on stocke ces données. Et ça, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un audit qui permet simplement d'avoir une image globale de où sont nos données.
Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si c'est clair ce que je vous dis ou pas? Je sens que je suis en train de me perdre parce que je panique totalement. Est-ce que du coup c'est clair pour vous? Ouais? Merci du fond du cœur. C'est top. Je vous remercie beaucoup pour vos chakras ouverts. Et donc du coup, la mise en conformité RGPD, étape numéro 1, franchement, je n'invente rien, c'est un audit. Voilà, qu'on comprend d'où on en est, savoir ce qu'on fait exactement, savoir ce qu'on fait précisément. Jusque-là, je n'invente rien. Et alors juridiquement, c'est vrai qu'on a décidé de donner un nom barbare qui est la cartographie de traitement. On aurait pu faire autrement, mais bon. La deuxième étape, c'est encore une fois 100% du bon sens, une fois et du pragmatisme. Une fois qu'on a fait l'audit de notre situation, qu'on comprend comment on fonctionne, qu'on comprend où sont les données personnelles, on n'a plus qu'à commencer à documenter. Oh yeah, merci Alexandre. On n'a plus qu'à commencer à documenter, centraliser. Attends, pour cette raison, il est essentiel que le chef d'entreprise soit conscient. Boum boum. Ça avait l'air intéressant ce que tu as dit, Dario. Yes, absolument. Absolument. Tu as absolument raison, Dario. Pour cette raison, il est essentiel qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise soit conscient qu'il doit absolument sécuriser son SI et par une société spécialisée. En Suisse, ce n'est pas encore naturel, effectivement. En fait, on travaille en collaboration. Ce que je vais vous dire maintenant, le RGPD, comme le droit des affaires, c'est des compétences qu'on fait en collaboration au service d'eux. Moi, je peux rien faire toute seule. J'ai rien envie de faire toute seule, c'est décidément, enfin, forcément, mais on peut rien faire tout seul. Nous, on est là au service d'eux. On est au service d'un métier, on est au service d'un projet, on est au service d'une équipe. L'intérêt d'avoir des connaissances juridiques et cyber, c'est d'être au service d'un projet. Et je sais qu'Alexandre, tu vas me baquer sur ça. Donc, à un moment donné, il est important pour nous de bien comprendre ce que vous faites pour pouvoir le mieux vous aider possible. Et c'est pour ça qu'on fait un audit. C'est ce que je dis souvent à mes clientes. Mon but, moi, parce qu'actuellement, j'ai beaucoup de clientes dans mon réseau, mon but, c'est de rentrer dans ton cerveau, comprendre comment tu fonctionnes, pour après pouvoir te donner le meilleur conseil possible. Mon but à moi, c'est d'avoir le maximum d'informations juridiques et cyber dans mon cerveau pour pouvoir te donner l'information la plus pertinente pour toi. Et donc, en fait, c'est ça le but d'un conseil. Et effectivement, chacun son métier. Moi, j'y connais rien au vaccin AstraZeneca ni Pfizer. Je m'en remets totalement à l'ARS. Par contre, tout ce qui est RGPD, moi, je sais gérer. Donc, c'est pour ça qu'on travaille en collectivité et c'est ce que j'appelle l'intelligence collective. Donc, un peu chacun son métier, oui, forcément, on se spécialise dessus. Et en même temps, on est là aussi, nous, on est là, je sais, pour être au service de nos clients. Prise de conscience collective, dirigeants, utilisation, etc., qui n'ont pas conscience de ça. En termes d'information cyber, est-ce que tu passes par le DSI? Ouais, absolument. Mon but, c'est de travailler en full collaboration avec les équipes. Alors, attends, Alexandre, tu disais dirigeants à l'exploitation des données perso et propriétaires qui n'ont pas conscience. Yes, absolument. Type, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Oui, c'est souvent ça. De moins en moins maintenant, je pense, mais c'est souvent ça. Et en termes d'information cyber, est-ce que tu passes par le DSI et comment tu t'y prends? Ça, je garde ta question, Elodie. Tu peux te la garder, s'il te plaît, et on va y répondre après. Mais de toute façon, concrètement, merci, Elodie. Top. C'est gentil. Vous me voyez toujours pas, hein? Non? Et j'essaye, moi, je me vois, mais yes, non, toujours pas. C'est vraiment dommage. Bon, bah, ça sera pour le replay. Ok. Deuxième étape, pardon, de la mise en conformité RGPD, c'est le registre de traitement. Le registre de traitement, c'est ce que je dis, c'est ni plus ni moins qu'un outil qui permet de centraliser, catégoriser, préciser, yes, merci Sandra, l'utilisation des données personnelles qu'on en fait. Alors là, comme on se voit pas, je vais vous demander de fermer les yeux, d'ouvrir vos chakras à fond. Et en fait, le RGPD, c'est simple. La première étape, c'était une méthode, c'était un audit. Le registre de traitement, c'est ni plus ni moins que centraliser l'audit dans un seul endroit, avec où tout est centralisé, catégorisé, précisé. Ça, c'est mon triptyque d'enfer. Dans ma vie, j'ai 2 triptyques. Confiance, sincérité, transparence. Ça, vous l'avez compris, c'est mes valeurs, c'est pourquoi je suis là, c'est pourquoi je fais mon travail et c'est pourquoi j'ai toujours voulu faire du droit des affaires et maintenant du RGPD. Et le deuxième triptyque, c'est une méthode de travail basique, simple, pragmatique pour s'organiser. Moi, je fonctionne comme ça m'aide énormément, chacun sa méthode de travail. Mais en l'occurrence, elle a été reprise dans le RGPD, centralisée, catégorisée, précisée. Vraiment, ça, c'est le triptyque d'enfer parce que ça marche très bien. Ça permet de ranger toutes les informations RGPD qui sont dans ton cerveau dans un seul endroit.
Une fois que tu les as rangés dans un seul endroit, tu les catégorises parce qu'on ne veut pas avoir un fichier brouillon. On veut un fichier qui est bien cadré, bien clair. Pourquoi? Parce que quand tu iras rechercher l'information, tu sais exactement où elle est rangée, mais tu sais bien dans quelle arborescence elle est rangée. C'est où elle est rangée physiquement dans quel fichier et dans ce fichier, comment c'est rangé, comment c'est organisé. Et en fait, ça te permet de donner un accès, de centraliser tes infos RGPD dans un seul document, de construire ton organisation, on va en parler après, Elodie. Super, merci pour ta question. De construire ton organisation de rangement des informations. Et une fois que tu as fait ça, ça te permet de surtout, et c'est ça qui est magique, c'est de donner cette information à la personne en face de toi, à ton conseil, sans qu'elle ait à te solliciter. Mettez-vous à ma place une minute. Moi, quand j'arrive dans une société et que je dois récupérer des informations pour faire mon audit, vous n'avez pas idée de l'endroit où je récupère des infos. Je récupère des infos de partout. C'est un fouillis-son-nom. Et c'est compliqué. Alors, c'est faisable, évidemment, mais ça prend plus de temps pour moi de m'imprégner dans l'information que si j'avais tout ça dans un seul document bien centralisé. Et c'est pareil pour tout. Là, on parle de RGPD, on parle de cybersécurité, mais c'est pareil pour n'importe quel secteur, n'importe quel projet, n'importe quelle activité, n'importe quel projet interne. Si c'est centralisé, catégorisé, et c'est déjà vachement plus clair pour s'approprier l'information et pour transmettre. Le registre de traitement, voyez-le comme une opportunité de construire une traçabilité, un historique. Vous savez que tout est rangé dans un seul endroit et surtout, vous vous libérez la charge mentale. Moi, je sais que dans mon organisation personnelle, enfin, personnelle de mon activité, j'ai décidé de centraliser, catégoriser et préciser énormément de choses. Comme ça me libère la charge mentale parce que je sais que toute l'information concernant telle problématique est rangée à tel endroit, organisée comme ci. Si jamais il se passe quelque chose, je peux passer l'information simplement et facilement à quelqu'un en face pour assurer la continuité de l'activité. Autant pour un PRA, autant pour un PCA, juste un petit big up pour Alexandre parce que ça me fait plaisir. Mais c'est ni plus ni moins que ça. Et donc, en fait, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si c'est clair ce que je vous ai dit pour l'instant, le petit triptyque centraliser, catégoriser, préciser, pour centraliser dans un seul endroit les informations, pour savoir justement où les chercher, où les trouver, se libérer la charge mentale et encore plus donner l'information facilement. Moi, je vous parle pour moi en tant que conseil RGPD, mais ça marche aussi bien quand on est une des figures d'une entreprise et qu'on veut assurer la traçabilité pour les prochains parce qu'on n'est pas éternel. Et donc, du coup, il faut bien que, de un, les équipes s'approprient l'information, mais aussi les prochains repreneurs de l'entreprise puissent poursuivre l'activité et la vision qu'on avait. Et donc, du coup, centraliser, catégoriser, préciser, c'est ni plus ni moins. Merci pour ta question, Pierre. On fera ça. Garde-la, s'il te plaît, et on fera ça après. Exactement, Alexandre, tu as tout compris. C'est un peu de l'organisation à la base. On réfléchit un petit peu ce qu'on veut, on l'organise directement au début, et après on l'ajuste, hein, évidemment, on l'améliore, on le corrige, mais c'est une organisation à la base qui fait qu'après, ça permet de simplifier l'information. Du coup, globalement, je vais essayer de revenir sur mon sujet. Méthodologie mise en conformité RGPD, étape 1, audit. Étape 2, centraliser l'audit dans ce qu'on appelle un registre de traitement. Étape 3, prioriser, parce qu'en faisant un audit, on va avoir une to-do list de l'infini, et il va falloir prioriser cette to-do list parce que 24 heures dans une journée, et on fait du mieux qu'on peut chaque jour. Voilà, on le sait. Les RGPD, je le sais, c'est pas la priorité de tout le monde. Il est 36. Ok, on va faire vite. Et donc, du coup, on fait du mieux qu'on peut pour avancer de manière intelligente et pertinente sur le sujet. Il y a une grosse dédramatisation de la mise en conformité RGPD avec moi parce que mon but, c'est pas de vous ajouter de la charge mentale, c'est de faire en sorte qu'on avance du mieux qu'on peut petit à petit, intelligemment. On construit un plan d'action qui va bien et c'est pour ça qu'on fait un audit, qu'on centralise, qu'on priorise pour avoir un plan d'action qui va bien et qui nous permet d'avancer sur un temps défini, sur un objectif réalisable, concret, avec les ressources pragmatiques qu'on a et qu'on peut créer. Est-ce que c'est clair pour vous, ces 3 étapes ultra synthétiques, hein, j'ai un peu surestimé qu'en 45 minutes, j'avais largement le temps de vous partager tout ça. OK. Est-ce que vous avez jusque midi ou pas du tout? Ou alors de toute façon, il y aura le replay pour, ceux qui sont pressés? Mmh. La prochaine fois, vraiment, je me souviendrai que, cool, merci du fond du cœur, que c'est vraiment trop juste 45 minutes, je parle un peu trop. OK. Donc pour la mise en conformité RGPD, globalement, merci beaucoup Elodie, merci Sandrine, merci à vous tous, ça m'apaise un peu. Du coup, yes, bien sûr. Julien, tu vois le lien dans le chat? C'est un lien en fait que tu conserves. Je t'invite à le conserver. Il est dans le lien, il est dans l'événement LinkedIn.
Donc à tout moment, aussi longtemps que LinkedIn fonctionne, le lien sera présent et aussi longtemps que Canva, qui héberge la présentation, fonctionne, tu auras accès à la présentation. Je vais pas la retirer. Je vais la mettre à jour parce que j'ai vos questions et vos réponses que je voudrais mettre dedans. Mais effectivement, tout est à jour. Et le lien de la visio, ouais, j'ai bugué Sandrine. Merci du fond du cœur pour ton aide, ça m'aide beaucoup. Du coup, maintenant qu'on a globalement la méthode de la mise en conformité RGPD, donc un audit centralisé, priorisé, il y a un point qui est essentiel que je voudrais rappeler, c'est la cybersécurité. Dario et Alexandre en parlaient et je pense que vous le savez aussi. Comme vous l'avez compris, RGPD, c'est un mix entre le droit des affaires et la cyber. Et donc, comme vous l'avez compris, il y a une partie documentation juridique avec des techniques juridiques et une partie de paramétrage des outils, organisation des outils et du système informatique au global qu'il faut prévoir aussi pour participer à cette mise en conformité RGPD, donc à cette protection des données personnelles. La cybersécurité, ça vous sert évidemment à la protection des données au sens large de ton entreprise. Ça, après, bon, ça fait partie d'un ensemble. La protection des données personnelles, c'est une spécificité d'un ensemble. Ce n'est pas que tout. Voilà. Retardataire, j'ai vu ton mot, mais comme je sais qu'il y avait un truc avant que je l'ai pas lu avant, je vais pas pouvoir rebondir dessus. Mise en conformité RGPD, globalement, c'est ça. Audit, centralisé, catégorisé, priorisé, cybersécurité pour l'hygiène informatique et assurer la documentation pour la traçabilité, pour l'historique, pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, quelles sont les décisions qu'on a prises, on en est là, vers quoi on tend, et pour pouvoir passer le flambeau pour les prochains. Je pense que c'est le moment de passer à la FAQ. Certains d'entre vous m'ont posé des questions en vous inscrivant. Donc, si ça vous va, je vais passer sur ce sujet-là. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Voilà, je suis légèrement en panique, mais ça va bien se passer. Première question, quel tarif pratiquer en tant que DPO externe? Alors, je ne sais pas si la personne qui m'a posé la question est là, mais j'ai envie de te dire, ça dépend. Ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu as envie de faire. Ah, Elodie, tu es là. Ah, super. Bah, alors, Elodie, magnifique. Ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu as envie de faire et ça dépend de ce avec quoi tu te sens à l'aise. Là, je vais parler en mode chef d'entreprise. On est tous humains, on a tous, ou pas, à un moment donné, eu le syndrome de l'imposteur. Et en fait, ce qui définit ton tarif, ce qui t'aide à définir ton TJM, c'est à quel point ton syndrome de l'imposteur est fort ou pas. Là, je vais te parler de femme à femme. C'est est-ce que tu considères que ta valeur, euh, quelle est, à quel point, qu'est-ce que tu considères, quelle est la valeur de ton conseil? Et surtout, quelle est la valeur du conseil pour toi, mais surtout, quelle est la valeur perçue de ton conseil? Quelle est la valeur que tu veux que ton client donne à ton conseil? Moi, j'ai une coach business. Elle me facture 700 € de l'heure. Voilà. Moi, pour l'instant, je facture 800 € mon TJM. Voilà. Je ne dis pas que j'ai un syndrome de l'imposteur et que j'ai pas de valeur pour moi, mais je ne donne pas de valeur à mon conseil. Mais il y a de tout au niveau des prix. J'ai vu des DPO qui facturent 250 € la journée pour des associations. Mais peut-être que ces DPO-là, en fait, ils ont pas, c'est une activité annexe, complémentaire, qui font ça plus pour incarner leur valeur que pour vivre de cette activité. Donc, ça dépend vraiment de toi. Évidemment, il y a un marché, hein, tu peux regarder le marché et voir un petit peu comparer pour te donner une fourchette de ce que tu peux facturer en termes de DPO. Mais ça dépend vraiment beaucoup de toi. Et ça, pour la partie tarification, c'est le marché. Évidemment, c'est un enfin, c'est un indicateur facile et objectif. Il y a aussi la valeur que tu veux qu'on apporte à ton conseil. On sait bien que en France et même de manière générale dans cette société capitaliste, tout ce qui coûte cher a immédiatement une perception de valeur plus élevée. On a immédiatement l'impression que c'est plus précieux, que c'est plus qualitatif. Voilà. Est-ce que tu as envie d'avoir un positionnement ultra premium? Moi, je te dis, j'ai vu des DPO à 250 € sur Malte à des DPO à 1200 la journée parce que je pense qu'ils ont toute la valeur et l'expertise du monde pour pouvoir le faire. Donc, c'est un peu toi qui vois. Si tu veux, tu m'écris sur Instagram, on en reparlera. Mon Instagram, c'est Madame RGPD. Le client est-il en droit d'exiger une qualification particulière? Alors, en tant que DPO externe, oui, ça dépend de ton client. Il y a des clients, c'est comme les fiches de poste quand on est employeur. J'ai vu en 2019, j'ai vu une fiche de poste qui demandait 10 ans d'exigence pour du RGPD. Bon ben voilà.
Alexandre, ouais, merci pour ton TGM, Alexandre, c'est super ce partage. Ah, et puis en vrai, j'ai envie de vous le dire, hein, c'est aussi à la tête du client. Hein. Moi, moi, je facture beaucoup plus cher en Suisse qu'en France. Ça, c'est le marché. Et il y a des clients, en fait, pour qui ils ont des budgets qui sont différents. Et c'est encore une fois, ça fait partie de ton image de marque, etc. Bon, bref. Le client est-il en droit d'exiger une qualification particulière? Oui. Ah, merci Pierre. Franchement, amen to that. Parce que c'est ça. Donc, c'est le prix sur lequel les clients signent. Donc, c'est comme les fiches de poste. Le client peut demander ce qu'il veut. Si tu corresponds, tu corresponds. Tu corresponds pas, tu corresponds pas. Moi, on m'a souvent demandé si j'avais la certification DPO. À la base, je voulais la passer pour syndrome de l'imposteur. Hein. Moi, je reste un humain comme tout le monde. Et en fait, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu de peu par rapport à la partie cybersécurité. Et je ne te connaissais pas à l'époque, Alexandre, parce que sinon, je suis sûre que j'aurais tout géré à la partie cybersécurité. Mais j'avais beaucoup travaillé et la cybersécurité et l'examen était ultra technique. Donc, je l'ai pas eu. Et en fait, ça m'a attristée parce que j'avais envie de l'avoir, évidemment. Et en fait, j'ai eu des clients, mes premières clientes dans la foulée en tant qu'indépendante. Et en fait, quand j'ai vu que j'aidais très, 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 très bien mes clientes sans certification, bah, je me suis pas, je vais la repasser bien sûr, hein, parce que ce sera plus une question d'ego, mais je me suis pas dit que j'en avais besoin pour l'avoir. Et je sais qu'il y a un grand marché, évidemment, de certification. Je sais que c'est rassurant de dire que tu es certifié DPO. C'est un positionnement à prendre. Moi, maintenant que je vois que mes clientes sont très heureuses avec ce que je leur donne sans certification, c'est plus un indispensable pour moi pour être légitime à aider mes clientes et à facturer. Voilà, mais c'est ça ce que je te dis vraiment, et je dis c'est vraiment du mindset. Hein, voilà. Le marché de la certification, bah, c'est un marché, c'est un business. Je tiens à vous dire que rappelez-vous toujours de ce pourquoi vous parle quel est l'intérêt de la personne d'en face. Qu'est-ce qu'elle veut. Moi, je venais de finir mon master en droit des affaires, j'étais en train de passer la certification et il y a un directeur d'une école qui m'a prospecté sur LinkedIn pour me dire: «Ah Inès, si tu veux faire du dépôt, il faut vraiment que tu passes un examen supplémentaire parce que t'es pas formée, patati patata». Et moi, au début, je l'ai cru, mais après, j'ai réfléchi et je me suis dit: «Mais Inès, ce mec, il veut te vendre une certification parce que son business, c'est de vendre des certifications». Donc voilà. Oui, non, mais clairement. Puis moi, je suis juriste en droit des affaires, donc évidemment, enfin, je suis largement capée et compétente et buildée pour faire mon job, il n'y a pas de souci. Hein, mais tu vois, c'est surtout ça, en fait. Vas-y, reprends ton commentaire derrière de les pages. Un conseil pour les responsables juridiques, mais avec les budgets qui maintenant sont élevés par Sécu. En même temps, vous sécurisez. Alors, il faut faire d'une pierre deux coups. En même temps que vous sécurisez votre SI, vous organisez les données IS. Ben, j'ai un super conseil pour ça qui était prévu à la fin de la présentation, mais je vais vous le dire tout de suite. En fait, quand tu vois la méthode de mise en conformité RGPD, tu as compris que tu faisais un audit de la... Oh, magnifique, Alexandre. Oh, j'adore la punchline. Oh, yes. Oh, j'adore. Non, mais t'as raison, Dario, c'est super. Mais donc, du coup, en fait, quand tu vois que tu fais un audit d'où sont stocker, utiliser les données personnelles qu'on te confie, en fait, quelque part, tu te rends compte que des données personnelles, il y en a partout. Et quand tu as fait ta cartographie de traitement, où tu te rends compte que quand tu as fait ta cartographie de traitement, tu as globalement une idée de comment fonctionne ton business. Tu as globalement une mind map, une cartographie de tous les outils que tu as, comment sont organisés ton business, quelles sont les étapes de ton activité, quels sont les outils, quels sont les process. Et en fait, c'est ce que je dis tout le temps et je le dis beaucoup sur Instagram. Quand tu as fait ça, tant qu'à faire, comme tu as dit Dario, une pierre deux coups. Optimise les fondations de ton business. Optimise, mets à jour les fondations de ton business et harmonise. Moi, j'ai travaillé dans des industries tentaculaires. Donc, du coup, harmoniser les industries tentaculaires, on commence déjà par la filiale et c'est déjà bien. Et après, on fait petit à petit. Mais quand on a des petites structures qui sont vachement plus humaines, c'est vachement plus facile justement de pouvoir se dire, OK, là, ah ben vous n'avez pas la vidéo, je suis vraiment dégoûtée. Vous avez votre cartographie qui centralise tous vos process, tous vos fonctionnements. Quitte à faire du RGPD, prenez 20 minutes aussi pour harmoniser vos business et vos fondations, en fait, optimiser. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Est-ce que ça a du sens pour vous de se dire, tant qu'à y être, on harmonise et on met à jour nos logiciels, nos process, on voit un petit peu quel outil on utilise, quel process on fait toujours, est-ce qu'on n'a pas arrêté tel type de marché, tel type de secteur, etc. C'est vraiment ça, en fait. Le RGPD, c'est l'occasion magnifique, merci Sandrine, merci Emma, c'est l'occasion magnifique et fabuleuse de se poser sur son business. Alors, je sais que la plupart du temps, on est tous noyés dans l'urgence du quotidien,
On n'a pas le temps, on fait du mieux qu'on peut, on avance sur l'urgence du quotidien, je sais, mais c'est ça l'intérêt. Merci retardataire. Ça me tue ton nom, j'adore. J'espère que tu me diras après qui tu es vraiment. Mais effectivement, ça permet de se dire: «OK, on mobilise une task force pour se dire: "OK, on prend du recul et on voit la vision globale, on voit comment ça parle"». Merci Élodie, tu me touches. Dans son registre ouais, garde ta question, Pierre, pour la fin. On en parlera. Est-ce que tu pourras me montrer? Yes, carrément. Il y a des outils. Vous savez ce que je vais faire? Comme je vais clairement pas le temps de tenir à midi, je vais faire une partie 2 de la FAQ et du coup, je mettrai les infos aussi dans la slide, comme ça, vous aurez tout le temps de l'été pour aller voir, les informations. Je vais mettre toutes les informations dans la slide, dans la journée et je vais faire une partie 2 de la FAQ. Comme ça, on sera good. Peut-on refuser de gérer le registre de traitement? Yes, merci Elodie pour ton soutien. Peut-on refuser de gérer le registre de traitement? Bah oui. Enfin, en tant qu'indépendante, oui. En tant que salarié, tu vois quand tu peux partager. En fait, si je partage mon écran et que je partage ma tête, comme je connais ce logiciel, ça va faire un truc de l'infini. Yes. Je peux juste vous partager la slide. Ça vous va? Vous voyez mon écran? Ah ouais, mais moi, ah oui, mais c'est ça le problème, c'est que quand je fais ça, moi, je vous vois plus. Je suis désolée, je maîtrise pas assez bien la technologie pour l'instant. Je peux pas faire ça parce que je vois plus vos commentaires. Ouais, je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner la prochaine fois, ça sera bon. Attendez, là, vous voyez l'infini. Ok. Annuler. Miracle. Vous voyez? C'est bon? Ah! Ouh! Ah, je suis déçue. Ah ouais, si j'avais su. Oh là là. Vous voyez mon beau t-shirt? Ouais. J'espère que dans le replay, ça. Oh non, des hackers russes sont venus me hacker moi, Madame RGPD. C'est pas cool. Bon, pardon. Élodie, peut-on refuser de gérer le registre de traitement? Bah, c'est toi qui vois. Si tu as un debt, tu as le droit de dire non. Si tu es salarié, c'est toi avec ton employeur, vous voyez comment vous faites. Quand j'étais chez Axima Concept, alors ça me faisait pas spécialement rêver, mais j'avais pas mal de choses à faire dans le registre de traitement. Une mise à jour d'un registre de traitement d'une filiale, d'un groupe tentaculaire. On avait 6000 salariés. Enfin, c'était un moment dont je me souviendrai toute ma vie. Yes, ouais, absolument, absolument. Mais dans la vraie vie. Moi, j'ai pas mal de clients qui me disent, «Tu peux faire ça, s'il te plaît?» En tant qu'indev, c'est toi qui vois si tu as envie de le faire ou pas. En tant que salarié, bah, en tant que salarié, tu es une ressource, donc oui. Au quotidien, comment s'organiser en tant que DPO externe auprès de plusieurs entreprises à la fois? Alors, ça dépend de chacun. Ouais, je suis désolée, hein, Élodie, hein, mais quand j'ai vu tes questions, je me suis dit que la plupart des réponses que j'allais te donner, c'est ça dépend. Parce que ça dépend de comment tu t'organises. Au niveau de ce que je peux connaître, j'ai des gens autour de moi qui sont en full, ils sont indépendants, mais ils travaillent à 100% chez un client, ce qui moi juridiquement s'appelle de la dépendance économique, hein. Quand on a un métier et une passion, on ne l'abandonne pas, c'est devenu un TOC, hein, donc du coup, effectivement, comment tu t'organises? Soit tu as plusieurs clients à qui tu vends un nombre de jours par mois, soit tu as plusieurs clients à qui tu vends, un projet. Il y a des gens qui facturent au projet. Pour l'instant, moi, je facture au temps. Donc soit tu vends un projet et tu t'organises, comme tu veux pour travailler tant que tu arrives à suivre tes délais. Soit tu factures au livrable et donc du coup, c'est toi qui organises ton temps. Le client s'en fiche un petit peu de savoir, quand est-ce que tu travailles pour lui. Soit tu factures au temps, moi, c'est ce que je fais. Soit tu travailles à 100%, soit tu travailles que sur des projets sur en sprint. Tu travailles sur des projets court terme, de manière intense. C'est vraiment toi qui gères, soit en fonction des clients, soit en fonction de ce que tu as envie de faire. Quand on est indépendant, on fait attention en partie à son écologie personnelle. On organise son temps pour pouvoir gérer notre vie personnelle aussi. Donc voilà, moi je sais que le vendredi, c'est pas un jour qui est ouvert pour mes clients. C'est un jour que je travaille, évidemment, mais c'est un jour que je travaille en off pour mes clients. Mais je sais que eux, il y a zéro possibilité de prendre rendez-vous avec moi le vendredi et le lundi matin.
C'est mon écologie personnelle, j'ai décidé de faire ça comme ça. Encore une fois, je suis indépendante. Si tu es salarié, c'est toi qui t'organises aussi avec ton employeur, voir comment tu peux organiser tout le temps. Voilà, désolée, hein, Elodie, hein, mais j'avoue que là, j'espère que les exemples que je te donne te servent en tout cas. J'espère que c'est déjà ça. Quelle charge de travail par semaine et par client? C'est toi qui décides. C'est toi qui t'organises. C'est toi qui vois en tant qu'indépendant, c'est toi qui vois en tant que partenaire, en tant que salarié. Des actions de formation peuvent-elles entrer dans le cadre de nos missions DPO externes? Absolument. Absolument. Tu peux faire tout ce que tu veux et tout ce que tu es capable de faire en tant que dépôt externe dès lors que ton client en a besoin et que ça lui est utile. Voilà. Donc moi, en termes de formation, je fais pas mal de formations. Moi, il faut savoir aussi que j'ai un compte Instagram dédié au RGPD, j'en parle souvent, mais c'est parce que je fais un énorme travail de sensibilisation, de pédagogie, de dédramatisation pour rendre le RGPD sexy, non, pardon, pas sexy, accessible et un peu moins flippant pour le reste du monde. Et donc, du coup, je dis souvent à mes clients, envoyez vos équipes sur mon compte Instagram pour pouvoir, yes, bah, évidemment, mais bien sûr. Donc, du coup, en fonction de la maturité, bah, tu vois à quel point tu dois accompagner, sur quoi tu dois accompagner, sur quoi tu dois former, sensibiliser, etc. Mais ça, c'est un rôle de conseil, en fait. Hein. Je trouve qu'on fait toujours de la formation ou de la sensibilisation, ne serait-ce que lorsqu'on échange avec l'humain en face de nous. On a toujours un petit quart d'heure d'explication. Donc, et tu peux tout à fait faire des journées de formation. Yes, mais tu peux carrément faire des journées de formation. Moi, je fais des masterminds, hein. Donc, oui, hein, tu fais, franchement, tu fais tout ce que tu veux tant que tu es capable de le faire et que ton client en a besoin, fondamentalement. Peu importe l'intitulé que ça, hein, tant que ça lui sert, c'est surtout ça. Hein. Quel salaire? Alors, au niveau des salaires, salaire pour un salarié, il y a des cabinets mince, je vais le mettre dans les slides, il y a des cabinets juridiques qui font des études de marché très sérieuses et qui te disent un petit peu les tendances des salaires qu'on peut demander. Au niveau des salaires, il faut savoir que les salaires français sont, à mon sens, très bas. Mais en même temps, je me suis aussi consciente qu'il y a des charges, etc. Et donc, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je suis indépendante. Parce que les salaires, les rémunérations de salariés ne me convenaient pas par rapport à mes ambitions professionnelles et personnelles. Donc, effectivement, je pense qu'au niveau des salaires, sur les fiches de poste, quand tu regardes, tu vois du 30, 35. Et moi, en discutant en off avec des partenaires qui sont, enfin, non, avec des gens de mon réseau qui sont des directeurs dans des équipes, on peut aller jusqu'à 40, 50, 60. T'es basé en Suisse, au car tu pars souvent de Suisse. Non, je suis pas du tout basée en Suisse, je suis en France, mon siège il est à Lyon. Et je crois que c'est toi, Dario, qui a dit que c'était très bas. Effectivement, si tu es basé en Suisse, toi, Dario, tu vas un retardataire. Ben, en fait, tu vois, retardataire, c'est ça que j'adore, c'est que aux États-Unis au mois de mai, et en fait, le mindset est différent. Aux États-Unis, ils ont une punchline qui est There is no good thing at cheap price. C'est pas exactement ça, mais l'idée c'est ça, c'est que t'as rien de cher, t'as rien de bien si c'est pas cher. Si c'est pas cher, c'est que c'est pas qualitatif. Et donc en fait, c'est un mindset différent qui fait que pour eux, au niveau des salaires, de la rémunération, vu que le coût de la vie est très très élevé, j'avais des tips à 30 euros quand même. Hein. 30 euros pour nous en tant que Français, c'est énorme, je trouve. Et donc en fait, vu que si c'est pas cher, c'est que c'est pas quali. Et donc du coup, pour eux, dans leur mindset d'avoir des salariés compétents, quali et investis, il faut mettre de l'argent. Justement, quand j'étais à Boston, j'ai regardé les salaires de DPO, ça démarre à 80, 120 k minimum. Et c'est du minimum sans négocier parce que ils considèrent que c'est la base pour avoir des profils pertinents. Mais encore une fois, c'est un mindset différent. Hein. Donc en France, bon bah voilà, on a l'État-providence, hein, on a pas mal de solidarité qui est prévue comme ça. Du coup, au niveau du salaire, voilà. Eh ben écoute, Dario, on va discuter. Combien de clients je peux traiter en même temps? Je suis désolée, Elodie, c'est pareil, ça dépend. Je pense que du coup, tu as vu le concept. Et comment déclarer son activité? Là, je ne vais pas y répondre. Écris-moi sur Instagram et puis on en discutera plus sérieusement parce que là, je pense pas que ça va aider le reste de la communauté. Il est 11h57. Je ne sais pas combien d'entre vous sont encore des survivants de cette masterclass. Une petite dizaine, j'ai l'impression. C'est pas mal. Je vous remercie beaucoup. Oh, 21! Oh, punaise! Il y a quasiment personne qui est parti. Merci. Highlander, je suis désolée, Alexandre, j'ai pas la ref.
J'ai pas, je sais pas sur quoi tu fais référence. Quel outil ou quel logiciel utiliser pour faciliter les process au quotidien? Le dernier des survivants. Ah merci! Oh, je vous suis infiniment reconnaissante, vraiment. Merci d'être encore là, vous tous. Heu, alors, je sais pas qui m'a posé la question. Est-ce que tu es là, la personne qui m'a posé la question de quel outil et quel logiciel utiliser au quotidien? Parce que ça va faire l'objet d'une question que je vais pas répondre tout de suite parce que ça dépend pour faire quoi et ça dépend comment tu t'organises toi, en fait. Donc, écris-moi sur Instagram, madame RGPD. Ah Élodie, c'est encore toi? Mais merci. Merci d'être là. On en parlera sur Instagram et ça fera sans doute l'objet de la deuxième partie de la FAQ. Comme ça, avec un peu de chance, tes questions seront les mêmes que d'autres et ça servira, à d'autres. Yes. Non, franchement, Élodie, notre mode ah pardon, Christophe, cool. Envoie-moi tes questions. Je vais faire un deuxième événement et tu m'enverras tes questions à ce moment-là et je te jure, j'y répondrai, ça me fera hyper plaisir. Combien de temps garder mes brouillons et surtout ce qui est publié pour le compte de tes clients? Alors, la CNIL a fait un fantastique et magnifique guide de conservation des données. Il y a une question qui est où sont tes brouillons? Est-ce que c'est des brouillons papier? Est-ce que c'est des brouillons digitaux? Auquel cas, il faut que tu regardes aussi si c'est des brouillons digitaux, comment tu peux, paramétrer tes outils pour les supprimer. Il faut aussi que tu te réfères du coup, pardon, au référentiel de la CNIL pour voir combien de temps tu peux les garder et en fait, il y a surtout, 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 surtout un truc de base qui est essentiel, c'est le pragmatisme et la pertinence. Est-ce que vraiment les pose-toi la question de te dire en tout bon sens et par rapport à comment j'aimerais qu'on me traite moi, est-ce que ça a du sens qu'on utilise merci Sandrine. Non mais un immense big up à toi Sandrine, merci du fond du cœur. Vraiment. J'ai une CM sans même te l'avoir demandé, merci du fond du cœur. Mais effectivement, demande-toi si ça a de la pertinence que tu conserves les données les brouillons de ton client. Si oui, conserve-les et donne-toi une date pragmatique et raisonnable et honnête de combien de temps tu considères que ça vaut le coup. Et surtout, si tu veux les garder ad vitam aeternam, anonymise. Anonymise tout. Comme ça, tu n'as plus de données personnelles, tu as juste les informations qui te servent pour faire soit des statistiques, soit des éléments de KPI pour après mesurer l'évolution de ton business. Mais si tu veux pas, ah oui, si vous voulez pas vous prendre la tête avec le RGPD, anonymisez. Enfin, c'est vraiment le meilleur conseil que tous les DPO peuvent vous dire. Si vous voulez pas vous prendre la tête sur une donnée personnelle, organisée, paramétrée, etc., anonymisez tout. Alors, est-ce que c'est pratique ou pas? Pas forcément. Est-ce qu'on peut le faire tout le temps? Non, ne serait-ce que pour la gestion des factures. Mais s'il y a pas mal de choses que vous voulez garder et que ça a plus de pertinence de garder l'information complète, anonymisez. Moi, en ce moment, j'accompagne une fondatrice qui crée une agence de sites de rencontres. Une agence de sites de rencontres, vous vous rendez bien compte qu'on a des données sur la vie sexuelle, sur les religions et sur éventuellement des données de santé sur la présence ou non un handicap. Pardon, j'essaie de parler vite. La présence ou non d'un handicap pour pouvoir créer des relations, mettre en contact des personnes pour avoir une relation amoureuse après. Forcément, c'est des données sensibles. Et elle me disait: «Oui, mais moi, j'ai besoin de les collecter parce que je dois faire mon job et cetera» et je comprends, absolument, elle a besoin de les connecter, c'est le but de son job. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle est pas obligée de demander des dates de naissance précises ou alors on peut mettre une fausse date de naissance. On n'est pas obligé de mettre la date précise à laquelle on est né, on peut mettre un jour avant avec un mois de décalage tout en gardant la même année, comme ça on a globalement des profils avec le même âge. On n'est pas obligé d'avoir le même nom, enfin le nom, complet. Moi, j'ai mis, vous allez voir sur LinkedIn, mon nom, c'est Inès C. Au lieu de Inès Chérifi. Bon, si vous me cherchez, je m'appelle Inès Chérifi, il y a pas de souci. Mais on n'est pas obligé de rendre de en fait, il y a beaucoup d'informations qu'on nous demande par habitude, par défaut, mais qu'on n'est pas obligé d'avoir complètement. Typiquement, le calendrier, là, quand vous êtes connecté dessus, donc vous savez, c'est un outil américain et je pense que je l'ai mis que c'est un outil américain. J'ai essayé de paramétrer pour ne pas mettre nom et prénom, mais mettre pseudo. Il me permet pas de paramétrer. Bon, ça, je vais discuter avec Google avec ça, si on peut faire quelque chose comme ça. Mais ma fondatrice d'une agence de sites de rencontres, elle a pu, dans son questionnaire, paramétrer et mettre: «Je te demande un nom ou un prénom pour avoir une identité». Mais si tu donnes-moi un pseudo ou n'importe quoi qui fait que tu te sens à l'aise avec ça, pour que je puisse t'appeler comme ça et si tu es à l'aise avec le fait que je t'appelle, Princess, Phoebe, Bouffée, Chandler, tout ce que tu veux, ça me permet juste en fait de protéger ta donnée personnelle et de pas avoir dans mon logiciel et ton identité et tes préférences sexuelles, tes données de santé, tes préférences, religieuses, ton organisation religieuse et donc du coup, il y a pas mal de choses en fait, il suffit juste de se dire: «En fait, j'ai pas besoin de cette information.
ou j'ai pas cette information précisément ou à ce niveau de précision. Du coup, donne-moi une information qui est assez équivalente et puis boum, ça suffit aussi déjà pour éviter de collecter des données ou de créer des risques supplémentaires. Est-ce que ce que je viens de vous dire est clair ou pas? Je sens que j'ai totalement vrillé dans mon explication. Mhm. Ok, c'est vrai, super, merci beaucoup. Ça va s'améliorer au fur et à mesure des FAQ en live, hein. Ok. Combien de temps je peux garder les KPI? Eh ben alors, si tu les anonymises ou les pseudonymises, faut que ça ait du sens pour toi aussi longtemps que tu veux. Et si tu les gardes, enfin, si tu les gardes identifiés, je t'invite au référentiel de la CNIL. Et si t'as pas l'information, viens me contacter. En fait, de manière générale, si t'as pas l'information dans le référentiel de la CNIL, moi, ma logique, c'est fais du mieux que tu peux en te disant, si j'étais à sa place, combien de temps j'aimerais bien qu'on conserve mes données? Comment j'aimerais qu'on conserve mes données? Comment je voudrais qu'on en prenne soin? Fondamentalement, c'est surtout ça ma vision à un moment donné. Merci Alexandre d'être venu, ça me touche énormément de t'avoir vu. À très vite. Combien de temps fonctionnent mes CGV? Aussi longtemps que ce que tu dis dans tes CGV est vrai. Alors, retardataire, par exemple, les sites d'emploi peuvent se passer des adresses personnelles, ne pas les stocker, mais j'en suis conscient. Merci Sandra. Euh, Enfin, en sont-ils conscients? Écoute, tu sais, tu vois, je partage pas mal de choses autour de moi avec mon métier de conseil, du coup, et je dis souvent des choses qui sont pour moi sont du bon sens, mais qui pour des gens sont une découverte et je vois la magie dans leurs yeux. Donc peut-être que soit ils s'en sont conscients et ils n'ont pas ni le temps ni les possibilités techniques de paramétrer les outils pour faire en conséquence. Comme tu vois, moi, je t'ai dit hein, sur Calendly, j'aurais bien aimé retirer nom et prénom, mais apparemment, j'arrive pas à le faire. Donc, je mets un commentaire en disant mets-moi un pseudo, je m'en fiche. Mais ils ont peut-être pas les outils pour. Moi, j'ai un gros postulat de base de bienveillance. Donc, je me dis que si les gens font pas, c'est parce qu'ils peuvent pas ou qu'ils savent pas, mais je dis pas qu'ils sont méchants et qu'ils veulent régner avec le mal. Donc, je sais pas, faut les contacter. Il y a quelque chose à faire, en tout cas, effectivement, à aller chercher de ce côté-là. Il reste encore quelques questions. Est-ce que vous voulez euh, alors Pierre, moi le RGPD, c'est donc comme je t'ai dit, hein, j'ai fait du droit des affaires. Le droit des affaires avec ma vision et comment je l'ai travaillé, c'est un outil de confiance. Et le RGPD, pour moi, c'est beaucoup de pragmatisme et de bon sens. En fait, le RGPD, c'est une protection de la vie privée. Moi, je fais très attention à ma vie privée, à moi, et évidemment à celle des humains autour de moi dans ma vie personnelle et professionnelle, c'est logique. Donc, comment je me suis formée, il y a beaucoup de naturel, il y a beaucoup de bon sens, il y a beaucoup de juridique, on va pas se mentir non plus, hein. Savoir maîtriser le droit des affaires, c'est hyper précieux pour ça. Et surtout, il y a des formations. Il y a des formations pour ça, il y a des masters, il y a énormément de masters, tu le vois, hein, Pierre, hein, le marché de la certification est énorme, et il y a énormément de formations qui sont en train de se créer avec la tendance du métier de DPO, qui fait qu'en fait, qu'il y a plein de formations pour ça. Donc, si tu veux, tu me réécris soit sur LinkedIn, soit sur Instagram, je sais pas sur quel réseau tu es, et je te partagerai ce que je vois, mais il y a énormément de formations et aussi très sincèrement, un truc que je vais te dire, que j'ai fait, qui m'a vachement, c'est ce que j'ai fait pour préparer ma certification. J'ai pris le RGPD et je l'ai bossé. Je l'ai bossé comme une dingue. Pendant des mois et des mois, je crois que ça m'a pris un mois et demi de la préparer. Et en fait, j'ai créé une formation qui te permet de te former au RGPD. C'est une formation que si tu veux en parler, je pourrais te passer ma formation, enfin, te vendre ma formation. Mais effectivement, j'ai pris un énorme temps, tout le temps où je me suis formée moi au RGPD, je l'ai traduit en français, je l'ai fait designer par une designer pour avoir des jolis visuels, pour accompagner la compréhension intellectuelle avec la compréhension visuelle. Et donc, j'ai travaillé sur ça pour transmettre mon savoir, pour t'éviter tout ce temps de traduction du RGPD que j'ai fait, parce que moi, je peux le traduire, je suis juriste, mais je sais que tout le monde n'est pas. Donc, si tu veux, j'ai une formation à ce moment-là, on en parlera. Mais oui, et effectivement, il y a le MOOC de la CNIL, absolument. Le MOOC de la CNIL qui est hyper précieux. Le MOOC de l'ANSSI aussi, d'ailleurs, qui est hyper précieux. Tout ça, c'est des choses que je vous ai mis dans les conseils qui sont à la fin de la slide. Du coup, voilà. Messieurs, dames, il est midi. Je sais que vous avez une vie. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la suite des questions dans une seconde partie de FAQ? Yes, je pense que ça paraît raisonnable. Je vais vous proposer des dates. Ouais, cool.
Bah, écoutez, on n'a qu'à faire une deuxième partie et puis comme ça, on sera bon. Je voudrais, si vous l'acceptez, mettre cette vidéo en replay. Je pense que j'aimerais bien la mettre sur YouTube. Je vais créer une chaîne YouTube RGPD parce que j'ai énormément de choses à partager et je vois que ça sert aux gens autour de moi et que mon temps n'est pas infini et m'amuser à me répéter, ça va un temps. Donc je me dis que j'aimerais bien le mettre sur YouTube. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, sachant qu'il y a vos noms et vos prénoms qui sont affichés? Comment vous vous sentez? Si certains d'entre vous ne se sentent pas confortables de mettre vos noms et vos prénoms, je mettrai un truc pour cacher, pour cacher votre nom, comme ça je garde le contenu et super. Écoutez, je vous remercie du fond du cœur. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir fait cette FAQ avec vous. Je vous envoie une invitation pour la prochaine et j'ai envie de vous dire, on va garder ce créneau mardi entre 11h et midi, comme ça on sera bien. Je vous souhaite une très, très, très belle journée. Merci d'avoir été là et puis ne casse pas la tête à camoufler, t'inquiète pas. OK. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une belle journée. Passez un bon moment et donc du coup à très vite. Bye bye. Ah, c'est top. Merci beaucoup. Ouais. Alors les restants, c'est des personnes qui sont connectées et qui sont parties. Je vous laisse ça. OK, super. Bon, merci à tous et puis bye bye.